Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 14 novembre 2020. Au journal de 20h d'hier, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière, a fait quelques éclairages sur les chiffres obtenus au terme du scrutin présidentiel, le taux de participation, la procédure de calcul de certains chiffres en rapport avec cette présidentielle et plusieurs questions périphériques abordées avec Marie-Laure Ngouran à suivre en début de journal. L'élection présidentielle du 31 octobre achevée, l'éléphant, lui, continue de barrir. Une image pour faire accord avec l'opération de sécurisation du scrutin présidentiel lancée par les forces de défense et de sécurité. Ces forces déployées continuent d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Élection présidentielle au Niger, la liste des candidats est désormais connue. La Cour constitutionnelle a validé 30 dossiers sur 41 déposés. Le principal opposant, Hama Hamadou, disqualifié en raison de son casier judiciaire, de sa condamnation en 2017. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Le Qatar, par la voix de son émir, félicite le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Un résultat validé par la commission électorale indépendante, la CEI, et confirmé par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara, rappelons-le, déclaré vainqueur au terme du scrutin avec 94,27% des suffrages, un taux de participation qui s'élève à 53,90%. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière, était justement l'invité du journal de 20h d'hier, présenté par Marie-Laure Ngouran. Une présence sur le plateau du JT dont il s'est saisi pour faire quelques éclairages sur les chiffres obtenus au terme de ce scrutin et pour aborder également quelques questions périphériques. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Le taux de participation est de 53,90%. Comme son nom l'indique, le taux de participation permet d'appréhender les Ivoiriens qui ont participé effectivement au vote. Participer, c'est prendre part au vote. Il est calculé sur la base qui suit. On fait la somme des votants qu'on déduit de la population électorale. Tel est le principe. De sorte que le principe aurait été, dans son application, 7 495 000 personnes, 0,89 électeurs, moins le nombre de votants pour trouver le taux de participation. Mais comme je l'ai dit, la participation sous-entend prendre part. Or, il se trouve que certains de nos concitoyens ont empêché l'administration électorale de se déployer sur toute l'étendue du territoire, empêchant celle-ci d'ouvrir ses bureaux et permettre à la population d'exprimer sa volonté de participer à l'élection. Comme je le dis toujours, voter, c'est mettre le bulletin dans l'urne. C'est un droit. Comme ne pas voter, c'est également un droit. Donc, voter ou ne pas voter est un droit. Sauf que, quand le citoyen décide de voter et qu'un autre l'empêche de voter, ce n'est plus le droit. Alors, c'est pour cette raison que, pour sanctionner un tel état de fait, la commission électorale a déduit de la population électorale toutes les zones qui n'ont pas pu participer au vote pour apprécier le taux de vote, le taux de participation, ce qui semble normal, parce que participer, c'est prendre part. Ils n'ont pas pu prendre part parce que l'administration électorale n'a pas pu se déployer sur toute l'étendue du territoire. Alors, il se trouve donc qu'il s'agit de 4 780 bureaux de vote. Sur les 22 381 bureaux de vote, il s'agit de 4 780 bureaux de vote, qui correspond à une population électorale de 1 428 641. Alors, quand on déduit les 1 428 641 de 7 495 082, nous avons 6 066 441 qui ont voté. Alors, qui ont participé au vote. Et maintenant, dans ces 6 millions, il y a 3 millions et quelques qui ont participé au vote, qui ont exprimé leur suffrage. D'accord. Alors, il y a des thèmes qui méritent d'être expliqués. Bien sûr. Bulletin nul, bulletin blanc. Oui. De quoi s'agit-il? Quelle est la différence? Alors, quand on apprécie le taux de suffrage exprimé, comme je vous l'ai dit, quand on participe à un vote, c'est pour appréhender la volonté de l'électeur. Laquelle volonté s'exprime sur un bulletin. Et ce bulletin doit revêtir, cette volonté doit revêtir un certain nombre de caractéristiques, notamment
la clarté, la précision. Lorsque l'électeur exprime sa volonté, il faut que cette volonté soit claire et précise. Mais quand elle est équivoque, ne permettant pas ainsi au juge électoral d'appréhender sa véritable volonté, on l'annule. Alors quand vous décidez d'apprécier le taux de suffrage exprimé, mais vous ne mettez pas le bulletin nul parmi le taux de suffrage exprimé, parce que, évidemment, l'électeur n'a pas pu exprimer sa volonté. Je vous prends un exemple. Nous avions 4 candidats. Et puis, vous cochez dans les 4 cases. Qu'est-ce que vous avez choisi? Rien. Rien. Ben, dans ce cas, le juge ne peut pas appréhender ce que vous voulez. D'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'on annule un tel bulletin. Et le bulletin nul ne fait pas partie de la computation du suffrage exprimé. D'accord. Alors, le suffrage exprimé va s'obtenir par la somme des suffrages exprimés au profit de chaque candidat, plus le bulletin blanc. Mais qu'est-ce que c'est que le bulletin blanc? Le bulletin blanc, c'est le bulletin où l'électeur exprime sa volonté, mais ne le fait pas au profit d'un candidat. Il vient, il met son bulletin sans désigner un candidat. C'est un bulletin blanc. Il a l'intérêt d'apprécier la volonté de l'électeur qui dit « j'aime le vote » parce que le vote est le procédé qui est prévu par la Constitution. N'oublions pas qu'il y a plusieurs modalités de prendre le pouvoir, soit par la force, soit par la monarchie, soit par l'élection. Et nous, on a choisi le mot de l'élection. La Constitution le dit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple le transfère à ses gouvernants élus par le biais de l'élection. Donc nous avons choisi l'élection. Alors, il n'y a pas de violence dans l'élection. Alors quand le citoyen vient s'exprimer de cette façon, il fait partie de ceux qui ont exprimé leur volonté. Sauf que, à la différence du bulletin nul, lui, il ne désigne personne. Alors que l'autre, il ne désigne personne parce qu'on n'arrive même pas à appréhender la volonté de l'électeur. Voilà, à l'instant, le président de la commission électorale indépendante qui répondait aux questions de Marie-Laure Ngoran. Et mesdames et messieurs, l'actualité cite également cette grogne de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le traitement que présentent certains médias internationaux de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire suite à l'élection présidentielle du 31 octobre n'est pas du tout apprécié par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui dénonce ce traitement. Une position de la HACA exprimée via voie de communiqué. Cheikh Koné. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, constate que suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, certains médias audiovisuels internationaux présentent une situation chaotique de la Côte d'Ivoire, ne correspondant à aucune réalité tangible et se font parfois le relais d'appels séditieux. La HACA relève que ces informations dont la véracité n'est nullement établie sont de nature à inciter à la haine et à la violence et à fragiliser ainsi la cohésion sociale. La HACA tient à exprimer sa vive préoccupation quant à cette manière de traiter l'information et invite par conséquent les médias audiovisuels dans leur ensemble à un traitement davantage professionnel et responsable de l'information en vue de préserver la paix et contribuer de manière significative à la réussite du dialogue dans lequel les acteurs politiques ivoiriens se sont engagés. Fait à Abidjan le 13 novembre 2020, pour la HACA, le président, Maître René Bourgoin. Le barrissement de l'éléphant, c'est le nom donné à l'opération de sécurisation du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier engagée par les forces de défense et de sécurité. Cette opération se poursuit, nous dit Abou Sanogo. Les forces déployées continuent d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour un meilleur suivi des actions de ces hommes engagés sur le terrain, Lassina Doumbia, le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, s'est rendu au centre opérationnel interarmé pour un point de situation sécuritaire. Reportage. Vendredi 13 octobre, il est un peu plus de 17 heures lorsque nous nous rendons au COIA, au Centre opérationnel interarmé à l'état-major général des armées. Notre objectif est de suivre le point de situation de l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle dénommée barrissement de l'éléphant. C'est à partir de ce poste de commandement de coordination que toutes les actions des troupes déployées sur le terrain sont coordonnées. Puis arrive le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Il est accueilli par le colonel Kwaku René, chef du centre opérationnel interarmé. Le chef d'état-major général des armées est au PC de coordination pour une séance de travail suivie d'un point de situation sécuritaire. Ainsi, dans l'ordre,
le chef du poste de commandement de coordination qui coordonne l'ensemble des postes de commandement à travers le pays, l'officier en charge du renseignement, l'officier en charge de la conduite des opérations, ceux en charge du soutien logistique et du soutien médical, exposent. Dans l'ensemble, on note une accalmie sur le terrain et dans toutes les zones identifiées chaudes. Situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a donc recommandé à ses hommes de maintenir la vigilance dans les zones fraîchement pacifiées et à mener des actions civilo-militaires. J'encourage donc les chefs des différents postes de commandement qui sont installés dans les différentes localités à organiser des actions civilo-militaires, c'est-à-dire des activités qui vont impliquer toutes les parties et nous-mêmes, de sorte à raffermir la cohésion que nous nous évertions à faire renaître entre les communautés qui vivent dans les localités où il y a eu des conflits. Voilà la priorité pour cette période jusqu'au 15 novembre. Il faut profiter de la période du 15 novembre, qui est une journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire, pour le faire. L'opération barrissement de l'éléphant se poursuit donc sur l'ensemble du territoire. Et le point de situation se fait 2 fois dans la semaine, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Et on reste avec Abou Sanogo pour parler toujours de sécurité. Au lendemain des affrontements intercommunautaires survenus à Mbato, plusieurs personnes ont été interpellées, une dizaine au total, et plusieurs armes saisies par la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, dans le cadre de ses actions de proximité, a échangé avec les différentes couches de la localité pour appeler à l'apaisement. Reportage. Mbato, ville du centre-est de la Côte d'Ivoire dans la région du Moronou, se remet des frictions qui se sont soldées par des morts, des blessés et des destructions de biens. Au lendemain de ces événements, la gendarmerie nationale a, au cours d'opérations de démantèlement de barrages et de perquisitions, réussi à interpeller une dizaine d'individus et saisi plusieurs armes. Il s'agit notamment de 8 fusils de type calibre 12, 2 fusils de type calibre 14, un pistolet artisanal et de nombreuses cartouches. Tous ces individus interpellés seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Mbato renoue à présent avec le calme après l'intervention des forces de l'ordre déployées. Et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalou Touré, a multiplié pour sa part les rencontres avec l'ensemble des populations pour les exhorter à l'unité et au vivre ensemble. Un comité de veille a par ailleurs été mis en place à cet effet pour restaurer et maintenir la confiance entre les différentes parties. À direction Yamoussoukro, après les différents événements survenus dans la ville, les populations travaillent au renforcement de la cohésion sociale. C'est ce que nous confirme Kader Sokotoko. Parti de la place Jean-Paul II en passant par les quartiers 220 logements, espace modéré, Djoulabougou, Habitat et Thérèse, ce sont au total 8,5 km parcourus pour dire oui à la cohésion sociale, oui au vivre ensemble. Yamoussoukro veut tourner le dos à la violence sous toutes ses formes. Il y a quelques jours, la ville de Yamoussoukro a été secouée par des manifestations et les jeunes étaient au bord de l'affrontement. Et donc il est tout à fait normal, il est impérieux que nous puissions les rassembler et prouver aux yeux du monde que ce faux pas ne doit plus continuer et que nous sommes tous engagés à demeurer des frères. D'autres activités sont annoncées pour les prochains jours pour consolider la paix dans la capitale politique entre toutes les populations. Et sachez également que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 15 novembre 2020, journée nationale de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. En prélude justement à cette journée nationale de la paix, une prière a été dite hier vendredi à la mosquée Salam du Plateau. C'est une initiative de la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Astou Touré. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était à la mosquée Salam du Plateau pour une prière à la faveur de la paix pour la journée nationale de la paix célébrée tous les 15 novembre en Côte d'Ivoire.
Objectif, promouvoir le vivre ensemble et la fraternité. Nous sommes venus demander à la communauté musulmane de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Prier pour que la paix règne et revienne en Côte d'Ivoire. Prier pour que les fils et les filles de Côte d'Ivoire se parlent, s'asseyent, se parlent, s'écoutent pour envisager le vivre ensemble autrement que par la violence. Occasion pour l'imam Cissé Djigiba d'appeler les fidèles musulmans à la paix, la cohésion, le dialogue, des valeurs chères à l'islam. Le sermon d'aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, la paix avec nos frères et sœurs de toutes les confessions religieuses. Nous devons amorcer une étape d'éducation à la paix, pour tous et pour toutes, pour que nous puissions en tout cas vivre ensemble dans l'harmonie et dans la convivialité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté les populations au strict respect des uns et des autres pour une paix durable. Mesdames et messieurs, parlons à présent de la coopération Ghana-Côte d'Ivoire. Dans le domaine du cacao, elle se consolide. Après la reconnaissance des dirigeants des institutions en charge de la gestion de cette filière par la Côte d'Ivoire, le 1er octobre dernier, c'était au tour du Ghana de les élever au grade de compagnon dans l'ordre du Volta, jeudi dernier. À l'origine, l'avènement de l'initiative cacao, une sorte de bouée de sauvetage des producteurs, le maillon faible de la filière, une initiative qui permet aux producteurs de gagner 400 $ par tonne vendue. Noël Gagnon nous en parle. Jubilé House de Accra, ce jeudi 12 novembre 2020. Un lieu et une date que n'oublions pas de sitôt qu'honore Ibrahima Yves, directeur général du Conseil Café Cacao, et Joseph Boahen Aïdo, directeur exécutif du Ghana Cocoa Board. En ce jour et en ce lieu, ils ont été élevés au rang de compagnons du Volta, un ordre sélectif. De 1960 à 2020, ils ne sont que 43 personnalités du monde de l'éducation, de l'agriculture et autres à avoir été distinguées dans cet ordre. À l'origine de cette reconnaissance, leur mérite à travers l'avènement de l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire, une sorte de bouée de sauvetage pour les producteurs des deux pays, plus de 65% de l'offre mondiale du cacao. Ainsi, malgré la baisse des coûts de cette année 2020, Covid-19 oblige, les paysans de ces deux pays ont un prix rémunérateur de 1000 francs CFA le kilogramme borchant. Une réussite que le président Nana Akufo-Addo du Ghana a tenu à marquer d'une pierre blanche ce 12 novembre, après son homologue de Côte d'Ivoire, le 1er octobre à Yamoussoukro. Ils nous font honneur, mon homologue Alassane Ouattara et moi. Je salue leur excellente contribution et leur engagement à l'amélioration du revenu des producteurs et leur mieux-être. Une reconnaissance à forte dose émotive. En me distinguant, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, ma famille et mes collaborateurs du Conseil du Café Cacao que vous honorez ainsi. Recevoir une telle distinction dans son pays est déjà une source de fierté. Et cette fierté prend une dimension encore plus grande lorsque la distinction est accordée par un pays frère et surtout un grand pays comme le Ghana. Consolider cet acquis et gagner d'autres batailles, voilà l'engagement des distingués. Après cette étape, nous allons travailler à consolider les acquis et gagner l'adhésion des partenaires pour pérenniser l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire. Toutes choses saluées par les producteurs. C'est vraiment un honneur pour moi de voir deux pays différents par la langue, mais qui s'entendent sur le même produit, qui est le cacao, et qui se battent pour nous, les producteurs de cacao, dans nos deux pays. Pour le ministre ghanéen de l'Agriculture, cette réussite doit faire tache d'huile dans tous les pays producteurs. Cette initiative doit être étendue à l'ensemble des pays producteurs pour sa pertinence. Conscient des enjeux de cette initiative, un secrétariat exécutif va être mis en place. Le siège sera basé à Accra et le secrétariat exécutif sera dirigé par un Ivoirien. Dernière note de cette journée de référence pour le Ghana Cocoa Board et le Conseil Café Cacao, le gala offert dans la soirée par l'organisation Sœurs du Ghana. Pour savourer ensemble autour des mets et par les échanges de présents, cette étape de leur réussite à offrir aux producteurs des deux pays un espoir, un meilleur revenu pour une vie décente.
La deuxième édition des matinales ivoiriennes de l'évaluation s'est tenue hier vendredi 13 novembre 2020 à la rotonde de l'Assemblée nationale au Plateau. Elle vise à promouvoir la fonction du suivi-évaluation dans l'élaboration des projets de développement. Elle est à l'initiative du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation, le RISE, en collaboration avec la communauté africaine des pratiques pour la gestion axée sur les résultats de développement. Reportage Cheikh Koné. À cette deuxième édition des matinales ivoiriennes de l'évaluation, il s'est agi de faire l'état des lieux de la pratique évaluative en Côte d'Ivoire. Nous avons une longue tradition d'études prospectives qui renforcent donc les plans nationaux de développement. C'est pour ça que la vulgarisation de la fonction évaluative est un impératif qui s'impose non seulement aux acteurs gouvernementaux, mais à la société civile et au Parlement. Cette rencontre a réuni une soixantaine d'acteurs de l'évaluation du privé comme du public. Ses objectifs sont d'harmoniser les normes et pratiques professionnelles, renforcer les capacités nationales et promouvoir une culture évaluative. Pour les parlementaires, cet outil est un levier indispensable pour conduire les projets de développement. Quand vous dites « dans 3 mois je fais ça », évidemment il faut des éléments pour faire l'évaluation à mi-étape. Le premier mois, le deuxième mois, la preuve, il y a eu les 100 jours du Premier ministre et il y a eu une évaluation. Voilà, évidemment. Donc l'évaluation est vraiment devenue un outil de développement. Donc le Parlement est obligé de s'approprier l'évaluation pour être vraiment opérationnel. En Côte d'Ivoire, la fonction du suivi-évaluation reste confrontée à des limites. Malheureusement, c'est utilisé, mais pas dans la plénitude, comme les partenaires, comme les spécialistes voudraient que ça soit. C'est pour ça que toutes ces actions sont menées pour sensibiliser les différents acteurs, les différentes parties prenantes, pour qu'on puisse faire la promotion de cet outil-là, dans l'intérêt de tous. Le thème qui a sanctionné cette deuxième édition est « Les partenaires au cœur de la promotion du suivi et de l'évaluation en Côte d'Ivoire, rôle et action ». À bientôt, de nouvelles couleurs pour le stade Félix Houphouët-Boigny, des habits neufs sur ce stade, initialement prévu en juillet. Les travaux de rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny peuvent enfin commencer. Le ministre des Sports, Paulin Daon-Claude, accompagné d'une forte délégation des membres du gouvernement, ont procédé au lancement de ces travaux sur l'esplanade de cette enceinte sportive. C'était en présence de notre reporter Arsène Kouassi. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir les délais et réussir le pari de l'organisation de la CAN 2023. Après l'état d'avancement encourageant des travaux de construction et de rénovation des stades de Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, c'est au tour du mythique stade Félix Houphouët-Boigny de faire sa mue. Comme en témoigne le lancement des travaux de rénovation de cette enceinte sportive par le ministre des Sports ainsi que certains membres du gouvernement. La réhabilitation de ce chef-d'œuvre qui va nous permettre de rendre un hommage aujourd'hui et toujours à Félix Houphouët-Boigny. C'est un investissement important. Plus de 65 milliards pour booster l'économie de notre pays, pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Au cœur de la capitale économique de notre pays, va modifier qualitativement l'environnement urbanistique du plateau. Pour marquer la détermination du gouvernement et saluer la présence très distingué de nombreux membres du gouvernement qui montrent l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF en réalisant ces infrastructures sportives pour la CAN 2023. L'entreprise en charge des travaux assistée de l'Office national des sports et du Bureau national d'études techniques et du développement se disent honorés de cette mission qui leur sont assignées pour une période de 18 mois. L'expérience acquise dans divers stades au monde, et en particulier dans le stade de la paix au Bouaké, nous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre notre objectif. Pour rappel, la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny constitue l'un des 5 stades devant abriter les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Et c'est une bonne nouvelle, une fois la rénovation terminée, le stade pourra donc accueillir de nouveau des passionnés de sport en bonne santé, pourvu que ceux-ci, en plus de se prémunir de toute exposition à des maladies dangereuses, ne manquent pas de rester vigilants face au Covid-19 qui est encore bel et bien présent.
Et la Côte d'Ivoire qui est toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Les derniers chiffres enregistrés ce jour pour ce qui concerne l'évolution de la Covid-19 font état de 17 nouveaux cas enregistrés. La Côte d'Ivoire compte au total 20 899 cas confirmés, 20 599 personnes guéries, 127 décès. Et l'actualité, c'est également cette action de l'institution de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, l'IPS-SEGRAE, qui était récemment dans le nord du pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Objectif, sensibiliser les retraités des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué et justement leur apporter des vivres et non-vivres afin qu'ils traversent au mieux cette période difficile. Retrouvons Ami Sissoko. L'institution de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, l'IPS-SEGRAE, ne baisse pas la garde face à la Covid-19. En tournée dans le nord du pays, elle continue de sensibiliser ses retraités sur la pandémie en vue de les préserver. Première étape, la direction régionale de la SEGRAE de Korogo. L'institution à vocation sociale a procédé à la remise de vivres et non-vivres essentiellement composés de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Ce dont pour exprimer sa solidarité vis-à-vis des assurés sociaux les plus fragiles du Poro. Les retraités sont les personnes les plus exposées à cette pandémie. Donc il est important de pouvoir les accompagner et surtout les sensibiliser à avoir les bons gestes, les gestes barrières pour éviter que la Covid se propage dans notre pays. On a prévu tous les retraités. Le don est fait de telle sorte que ceux qui sont en situation précaire puissent bénéficier. Donc il est assez conséquent. En plus de l'assistance matérielle, les retraités ont bénéficié d'une assistance financière. Le président des retraités du Poro, Bon Koulibaly, a transmis la reconnaissance de ses collègues, la SEGRAE, pour cet élan de solidarité. C'est vraiment un soulagement, plus que même un soulagement. Il faut qu'on suive strictement les mesures barrières de sécurité contre le Covid-19. Il y va du bonheur de tout le monde. Les assurés sociaux de Boundiali et Fergué, eux également, ont bénéficié d'une assistance matérielle et financière. Depuis le début de la Covid-19, un peu plus de 145 millions de francs CFA de dons en vivres et non-vivres ont été alloués à cette opération de portée sociale et sanitaire en faveur des retraités et des veuves de fonctionnaires de la SEGRAE. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 novembre et tous les 14 novembre, la journée mondiale du diabète est célébrée. Instituée depuis 1991, cette journée mondiale du diabète a pour but de mieux faire connaître la maladie et sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. Le personnel infirmier et le diabète, c'est le thème retenu pour cette 23e édition avec comme sous-thème la Covid-19 et le diabète, un enjeu de santé publique. Patricia Omouetia. La journée mondiale de lutte contre le diabète est placée cette année sous le thème « Le personnel infirmier et le diabète » et pour sous-thème « Covid-19 et diabète, un enjeu de santé publique ». En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale des sujets de 20 ans et plus se situe à 6,2%. Il s'agit entre autres, en lien avec les engagements internationaux, de la mise en œuvre des directives nationales de prise en charge du diabète, de la création de 29 centres de prise en charge répartis harmonieusement sur l'ensemble du territoire, du renforcement de capacités de 1500 médecins, infirmiers et sages-femmes à la prise en charge correcte du diabète de type 2, de la vente du flacon d'insuline dans le public à 2280 francs contre 7340 francs dans le privé. C'est ainsi que dans le cadre des activités de cette 23e édition, des actions adaptées à différents publics sont développées depuis une semaine, notamment des campagnes de sensibilisation et des séances de dépistage gratuits. Ces moyens de lutte doivent nécessairement s'accompagner des mesures barrières de lutte contre la COVID-19, notamment le port de masques de protection, la distanciation avec les autres, le lavage fréquent des mains. En termes de mesures additionnelles de lutte contre le diabète, il convient de surveiller régulièrement sa glycémie en cas de fièvre. Ces journées sont aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources.
Et dans l'actualité internationale au Niger, la liste des candidats à l'élection présidentielle dans ce pays est désormais connue. La Cour constitutionnelle a validé 30 dossiers sur les 41 déposés. Aucune femme ne figure parmi les candidats. Le principal opposant, Hama Hamadou, est disqualifié en raison de son casier judiciaire et de sa condamnation en 2017. Le leader de l'opposition écarté, son parti, Moudenfa Loumana, n'est a priori pas partant pour ces élections puisqu'il n'a pas d'alternative en dehors de Hama Hamadou. Hama Hamadou, qui n'a pas entendu la proclamation de la Cour constitutionnelle, avait déjà quitté Niamey le 13 novembre pour le Nigeria. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.